Bonjour tout le monde, je m'appelle Pierre-Yves et vous souhaite la bienvenue à Nos classiques en 3 temps. Une fois par mois, nous nous tournons vers un grand classique de la littérature scientifique dont vous avez peut-être entendu parler, mais que peut-être peu d'entre vous ont lu. Dans cette capsule, je m'engage à vous résumer ces ouvrages selon 3 formats. Un format de 140 caractères, un format de 1 minute et un format de 10 minutes. Dans notre vie de tous les jours, on n'a pas toujours le temps de lire ces classiques. Ces capsules visent également à montrer que ce n'est pas parce qu'on a moins de temps pour parler d'un livre qu'on ne peut pas en parler comme il faut. Ces capsules sont présentées par les bibliothèques de la Chine. Ce mois-ci, Printemps silencieux, écrit par Rachel Carson. Le format 140 caractères vise à nous donner l'idée générale du livre, la thèse de l'auteur. Printemps silencieux en 140 caractères. L'usage des pesticides est trop répandu et constitue un danger pour les animaux et les humains. Il faut penser à d'autres moyens pour gérer les indésirables. Printemps silencieux en 1 minute. Le 20e siècle a connu l'apparition de nombreux insecticides. L'objectif de ces insecticides est de se débarrasser des insectes ravageurs qui nuisent entre autres à la production agricole. Le principe est simple. On met du poison dans les champs. Lorsque les insectes sont en contact avec le produit ou qu'ils en mangent, ils mourent. C'est juste une coche au-dessus de les écraser un par un avec tes doigts, parce que c'est plus efficace. Dans Printemps silencieux, Rachel Carson montre pourtant que l'utilisation d'insecticides, et particulièrement le DDT, n'est pas si chill que ça finalement. Apparemment, on aurait un peu trop pris pour acquis que si l'insecticide tue les insectes, il tuait juste les insectes. Ce que Carson fait dans son livre, c'est de sonner l'alarme. Au pelail, ça a l'air que d'empoisonner les insectes, ça empoisonne aussi les oiseaux, les animaux et aussi les êtres humains. Sans mettre complètement de côté les insecticides, elle prône une utilisation plus responsable de ceux-ci et davantage d'études scientifiques par rapport aux dangers d'insecticides qui sont de plus en plus toxiques. Printemps silencieux en 10 minutes. L'ouvrage Printemps silencieux a été écrit en 1962 par la biologiste Rachel Carson. Son but est d'alerter la population à propos de l'utilisation d'une famille de pesticides, les DDT ou les DDD. Il faut savoir que dans les années 40, le DDT était un insecticide miracle. Ça rappelait la pénicilline à ses débuts. Un petit push et tout est plus propre. Si la pénicilline visait à nous débarrasser des bactéries et autres pathogènes, le DDT visait un tout autre type d'indésirables, les insectes. Effectivement, depuis qu'on a instauré l'agriculture intensive, on a besoin de plus en plus de production pour satisfaire aux besoins d'un nombre sans cesse croissant d'êtres humains. Lorsque les insectes commencent à s'amuser dans les récoltes, ça affecte la production, puis les producteurs ne sont pas de bonne humeur, avec raison. Un point absolument fondamental à avoir en tête, c'est que la cible de Carson est l'utilisation spécifique des DDT à grande échelle, mais pas de tous les pesticides. À partir du moment où on a des acres de culture, on ne peut pas commencer à écraser les bébites une à une avec nos doigts. Ça va prendre quelque chose de plus efficace si on ne veut pas passer notre vie à genoux, à 4 pattes dans le champ, à écraser des insectes. Une méthode d'y parvenir, c'est d'utiliser un insecticide. Donc, un insecticide, à la base, c'est un poison. Un poison qui, idéalement, ne touche que des insectes spécifiques. Plus encore, un poison qui ne touche que les insectes indésirables. Effectivement, si tu fais pousser des pommes puis que tu es pogné avec une infestation de chenilles, tu vas avoir besoin d'un insecticide qui tue des chenilles. Mais si ton insecticide il tue aussi les abeilles, tu n'auras pas une grosse production parce que ça prend de la pollinisation pour avoir des pommes. C'est comme essayer de sauver la production de pommiers en y mettant le feu. C'est sûr que ça va tuer les chenilles, mais ça se peut que ça tue les arbres aussi. Donc, tu ne veux pas juste tuer tout ce qu'il y a d'insectes. Tu veux tuer juste les insectes qui sont nuisibles. Le point de Carson consiste à dire c'est correct d'utiliser des pesticides. Elle non plus, elle ne veut pas avoir à écraser des bébites avec ses doigts 12 heures par jour à genoux dans le champ. Le problème, c'est que l'utilisation de DDT à grande échelle, ça empoisonne pas juste les insectes indésirables. Ça empoisonne les insectes qui sont désirables. Ça empoisonne aussi les oiseaux qui se nourrissent des insectes. Ça empoisonne les nappes phréatiques, les poissons, les animaux et aussi les populations humaines.
C'est sûr qu'à la base, un insecticide, c'est un poison. On l'appelle insecticide parce qu'il tue des insectes. Or, un poison d'insectes, ça se peut que ça empoisonne autre chose que des insectes. Bon, mais c'est quoi le problème? Comment est-ce que le gouvernement pourrait accepter qu'on utilise un produit s'il est toxique? Il s'agit en fait d'un ensemble de circonstances qui ont fait en sorte que le DDT a été surutilisé et que ses conséquences sous-évaluées. D'abord, l'utilisation de produits chimiques pour tuer des insectes provoque un phénomène que nous avons vu au mois de février dernier avec Darwin. Ça cause une sélection naturelle. Donc, tout simplement, si j'étends une belle couche de poison dans un champ pour tuer, disons, des coccinelles, ça va tuer des coccinelles. Mais dans la gang, il y en a qui ont une petite résistance au poison, spontanément. Ça nous en prend plus pour en tuer. Celles-là vont avoir plus tendance à survivre à la première batch de poison. Et si elles sont résistantes, leurs bébés coccinelles vont être plus résistantes aussi. Au début, c'est pas trop grave, parce que si ton poison réussit à tuer 99% des coccinelles, ta récolte elle va être sauvée pareil. Mais au fil du temps, on se ramasse avec une population de coccinelles de plus en plus résistante. Donc l'année d'après, ça tue peut-être 95% des coccinelles, puis après ça c'est 90%, éventuellement 50%, peut-être même moins. Finalement, après une couple d'années, ton poison, il marche plus pantoute sur les coccinelles. Ça t'en prend un nouveau, ça t'en prend un plus fort, plus toxique. C'est pour cette première raison-là qu'on en est venu à utiliser des produits qui sont très toxiques, comme le DDT. En commençant par les poisons pas trop toxiques, juste ce qu'il faut, puis en améliorant la recette pour qu'elle demeure efficace. Donc, une première raison d'en arriver à des gros poisons naissants, c'est de rester à jour avec son poison pour qu'il soit toujours efficace. Un autre problème avec le DDT, c'est qu'on ne connaissait pas nécessairement très bien son mode d'action, ni la façon dont il se promène dans la nature. Ça se comprend un peu, compte tenu du fait qu'un insecticide doit avoir la propriété importante, c'est de tuer des insectes. Ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas trop toxique pour les plantes, puis pour nous autres qui vont éventuellement manger ces plantes-là. Donc, il y a aussi, évidemment, une question de dosage. Quand on étend des pesticides, on ne prend pas du pur poison pour étendre ça joyeusement à grandeur du champ. On le dissout pour que la concentration soit telle que les insectes en meurent, mais pas le reste. Donc, si on veut voir le produit est toxique, faire des analyses pour checker si quelqu'un qui mange une pomme produite dans un verger où on a mis tant de pesticides, puis voir s'il vire vert puis qu'il y a des convulsions, on se rend compte que c'était pas le cas. Les gens restaient en santé. Puis on s'est dit, ça va être correct, on continue. Le DDT en faible concentration, c'est pas très toxique pour les humains. Le problème, c'est que lorsqu'il est répandu dans les champs, il est peu à peu concentré par la chaîne alimentaire. Et il peut atteindre des niveaux de concentration des dizaines de fois plus élevés que la concentration initiale dite non toxique. Alors, même si on répand à des concentrations non dangereuses, ça ne change rien, parce que l'environnement dans lequel on le répand le concentre à des niveaux qui, eux, sont toxiques pour les animaux, les oiseaux et les humains. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Disons que tu as un oiseau qui est en contact avec une certaine quantité d'insecticides. C'est possible que ça ne l'affecte pas. Tu lui pitches un peu d'insecticide dessus, là, il tousse un peu, mais après, il est correct. Le problème, c'est que l'oiseau n'est pas juste en contact avec le poison par le spray. L'oiseau, lui, il voit une bébite qui meurt en shakeant. Il se dit « Ah yes, encore une bonne ». Fait que là, il la mange. Puis celle qui traîne autour, là, lui, il est tout content. Ça, il fait un bon snack. Mais les bébites qui sont mortes empoisonnées, surprise, surprise, elles contiennent aussi du poison. Puis ce poison-là, le DDT en l'occurrence, ne s'évacue pas nécessairement rapidement de l'organisme. En fait, il s'accumule dans les graisses. Puis c'est là qu'il commence à scraper la patente. Fait que là, quand même Pit-Pit, le petit oiseau, était correct après avoir inhalé un petit peu de DDT, là, il vient en manger une moyenne batch. C'est un phénomène de bioaccumulation. Donc, le poison,
qui est en petite quantité, il est suffisant pour tuer les insectes, mais pas pour tuer les animaux et les oiseaux. Par contre, lorsque les oiseaux en mangent, puis en mangent, puis en mangent beaucoup, ils emmagasinent le poison en eux, parce que celui-ci reste dans les graisses. Donc, lorsqu'un plus gros oiseau ou un renard vient manger le petit oiseau, lui aussi il accumule encore plus de poison dans ses propres graisses. Le problème avec la bioaccumulation, c'est que même si on a testé des concentrations relativement faibles sur les animaux, ça ne correspond pas à la quantité de contaminants auxquels ils sont exposés. Ces contaminants-là sont multipliés par 10, 100, voire 1000 en fonction de ce que l'animal mange, en fonction de ce à quoi il est exposé. Et donc, dire que la concentration du produit ne cause pas de problème aux oiseaux, aux poissons, aux animaux, c'est oublier que dans la nature, toutes les formes de vie appartiennent à un écosystème et que mettre du poison, particulièrement à la base de la chaîne alimentaire, ça peut avoir des conséquences importantes sur toute la chaîne alimentaire. L'ironie de la chose, c'est qu'en voulant se débarrasser de certains insectes en les empoisonnant, on empoisonne par le fait même ses prédateurs. Et il devient, au bout de quelques années, d'autant plus dur de s'en débarrasser, parce que les prédateurs, ils se sont fait empoisonner, ils sont morts ou stériles. En ayant ça en tête, quelle solution on peut trouver? On ne retournera pas à quatre pattes dans les champs écraser des bébites avec nos doigts, mais apprendre que les insectes indésirables appartiennent à un écosystème qui peut être fragile, ça nous permet de mettre en place des stratégies spécifiques à chaque situation. Il faut admettre que la stratégie, vous voyez ce champ-là, 15 km², recouvrez-moi ça de poison. C'est pas une stratégie qui est très subtile. Puis ça rappelle la stratégie. Les chenilles nuisent à ma production de pommes, brûlez tout, brûlez tout. C'est moyen. Il y a plusieurs stratégies. Une stratégie particulièrement simple consiste à introduire ou à réintroduire des prédateurs naturels des insectes nuisibles dans l'écosystème. Donc, c'est pas trop compliqué. Les prédateurs mangent l'insecte, puis merci, bonsoir, il y en a plus, ou il y en a moins. On le sait, il y a certaines maladies qui sont causées par des bactéries, ou des virus, ou des parasites. Donc, certains affectent les humains, on s'en rappellera. Mais il y en existe aussi qui affectent les insectes, et très spécifiquement. L'avantage, c'est que les micro-organismes sont spécifiques à certaines espèces d'insectes. Ils ne touchent qu'une catégorie de bébites. Donc, la population d'insectes indésirables peut donc être contrôlée de manière beaucoup plus spécifique et sans danger pour les autres animaux et les humains. On a juste à lui envoyer une grippe de bébites. En résumé, ce que Rachel Carson a voulu faire dans son livre, c'est nous prévenir des dangers d'utiliser des pesticides toujours plus toxiques, sans avoir une bonne connaissance des conséquences sur les écosystèmes et sur notre propre santé. Ce n'est pas un appel à refuser tous les pesticides, mais plutôt un appel à subventionner la recherche sur les impacts des pesticides sur les écosystèmes. Ce jeudi 22 avril est la Journée de la Terre. J'en profite pour rappeler, avec Mme Carson, que nous appartenons à cet écosystème, que si nous voulons continuer d'utiliser des poisons, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance de leur mode d'action et de leurs conséquences avant de s'énerver puis d'en mettre partout. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit le mois prochain.